Alors, je trouve qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Moi, il y a une première nuance qui me paraît vachement importante, c'est qu'on parle d'usagers. Dans ce qu'on a entendu, on parle d'usagers par rapport au CVS, par rapport à la structure, etc. Quand on parle d'usagers dans ce cadre-là, pour moi, c'est bénéficiaire du CARUD. C'est pas usager de drogue. Par exemple, un CVS pourrait être convié de l'entourage. Ils ne sont pas pour autant usagers de drogue, mais ils sont bénéficiaires de la structure. Du coup, peut-être ça vaudrait le coup de nuancer entre usagers de drogue et bénéficiaires, parce qu'on n'est pas sur le même... on ne mobilise pas de la même façon et pour la même raison. D'autre part, là, il a été question des bénévoles, pas bénévoles. J'ai trouvé très intéressant l'intervention de Gaïa sur cette question-là. Est-ce qu'on les mobilise en tant que médiateurs ou bénévoles parce qu'ils sont usagers ou pas? Je pense que c'est vachement important, y compris dans la professionnalisation, puisque c'était ça le terme de l'atelier, la question des métiers. Est-ce qu'on peut en faire un métier de cette expérience? Et je pense que ça vaut le coup de réfléchir effectivement à est-ce que finalement on utilise l'expérience et c'est valorisé comme tel, et à ce moment-là peut-être aller sur des formations qui peuvent compléter l'expérience de vie, ou est-ce qu'effectivement on généralise et que ça devient des parcours professionnels comme éducateur, etc., etc. Mais je pense déjà cette question de usager, de quoi on parle à ce moment-là, et rien que là, moi, sur les différentes interventions, je ne savais plus si c'était juste parce que usager de drogue, si c'était parce que c'était usager de CARUD. Et je pense que ça vaut le coup qu'on se mette d'accord sur ces termes-là quand on parle de l'usage, parce que c'est pas forcément autour que de la consommation. Voilà, c'était juste ça. Je trouve que par moments, ça confusionne. Je vous rends le micro, peut-être. Ouais, je voulais juste parler en fait, c'est bien, il y a la Belgique qui est là, donc c'est très bien, on est sur l'international. Un groupe qui est plutôt intéressant aussi, avec qui on est en contact, on travaille à l'heure actuelle, c'est la QP Sud, donc l'équivalent d'ASUD, mais au Québec, où là le statut d'usager et l'expertise d'usager de drogue, en l'occurrence, est reconnu, puisqu'on se retrouve même à avoir des experts payés lors de commissions, parce que justement ils ont une expertise de leur vie, de leur façon de consommer, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant à un moment donné à développer aussi en France. Alors, on a le mode du travail, il y a un code du travail qui est assez compliqué là-dessus, mais après tout, il y a des médecins qui arrivent à se faire payer chaque fois qu'ils sont convoqués en fait, pour leur expertise. Ce serait peut-être bien d'avoir des gens de terrain qui sont convoqués, enfin des gens qui vivent, les premiers concernés qui puissent être payés de temps en temps quand ils donnent leur avis. Et j'ai perdu le fil de ce que je prends. Bon. Des experts québécois. Donc qui est reconnu en fait au Québec par exemple, et ça paraît intéressant, ça c'était le premier point, je sais que j'en avais un deuxième mais je les zappé. C'est pas grave, c'est Alzheimer. Il y a quelqu'un qui veut d'abord. Oui. Je voulais juste compléter, donc je suis la collègue de François, je travaille dans la même structure. Peut-être quelque chose qui est particulier, même en Belgique, c'est que notre structure fait un peu de tout. Je veux dire, on est dans tous les secteurs, comme tu disais, tout le parcours de vie des personnes. Donc, aussi bien dans la prévention que dans le traitement, le soin, la substitution, que dans la réduction des risques. C'est la même équipe qui fait tout. Donc, il y a aussi cette notion-là de parcours de la personne. Ça, c'est une première chose. Retracer aussi l'idée que les opérations boule de neige dont François parlait datent de 89. Donc, la première, c'était en 1989. Depuis, on en fait 2 par an. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui, au niveau des représentations et des mentalités, on l'espère au niveau du politique et de la société civile, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est d'avoir assis l'idée que, effectivement, les personnes concernées ont une compétence et que là, sur le coup, on n'est plus usager soignant, mais on est partenaire. Et on est partenaire face à un même problème, pour lesquels certains ont plus de possibilités que nous d'intervenir. Et donc ce partenariat est reconnu en espèces sonnantes et trébuchantes, donc ils sont payés à la fin de l'action, et chaque année on a des groupes. Et alors depuis 89, évidemment, on a multiplié les lieux et les manières d'intervenir, et je me souviens d'une année, donc moi j'ai fait la toute première... Et le premier constat, finalement, des personnes qui intervenaient ainsi, c'était de dire, en fait, c'est pas, on veut bien, nous, se shooter propre, mais on n'a pas de seringues et on ne sait pas où les trouver, 89. Hein. Donc, si je peux aller en pharmacie, mais le pharmacien, il m'en vendra 10 ou 20,
Et donc, ce sera quand même pas possible. Et donc, l'année suivante, l'opération boule de neige suivante, c'était les consommateurs de produits qui allaient trouver les pharmaciens et qui ont fait une session de sensibilisation auprès de toutes les pharmacies de Liège, évidemment, d'autres villes. Donc, c'est pour dire aussi que cette expérience-là était aussi tournée vers toute la population, je vais dire en général. Alors, ça n'a pas révolutionné les choses. Malheureusement, on n'a toujours pas de salle de conso non plus et on a toujours les mêmes difficultés. Mais il y a chaque fois, et ça c'est un peu la difficulté, je ne sais pas si c'est propre à la Belgique, mais c'est très chiant, c'est qu'on a une avancée qui va être, par exemple, un travail, un programme de distribution contrôlée de diacétylmorphine pendant 2 ans. Ça va prouver ce que tout le monde sait, c'est que c'est très efficace et que ça peut être vraiment... Hein, et puis, 2 ans après, on vous dit on arrête et on repasse à autre chose. Donc, c'est chaque fois des 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais je crois que ce partenariat-là, il y a eu ce partenariat-là avec les usagers et les consommateurs de produits. Il y a ça aussi avec les personnes prostituées. Cette année, on fait même un boule de neige avec personnes prostituées, donc travailleuses du sexe avec une compétence aussi différente, et utiliser chaque fois ces partenariats-là pour toucher des populations. Et alors j'étais sensible à ce que vous disiez aussi, c'est l'idée de nos messages de scientifiques ou d'experts, etc., ne passent pas toujours, parce que, bêtement, ils sont écrits dans une langue que ne parlent pas les personnes, ou sont écrits simplement pour des... Donc c'est chaque fois adapter, je vais dire, les moyens de communication, et ça c'est aussi pour nous fondamental, quoi. Sinon, voilà. Je voulais répondre, je sais pas, c'est la personne qui a parlé de CV, c'est les bénéficiaires de CV, je comprenais, je faisais un peu la confusion. Par exemple, chez nous, pourquoi je tenais absolument qu'on tenait que ce soit par rapport au CVS, parce que c'est particulier, et c'est pas l'idée, pour moi, pourquoi c'est séduisant, c'est par rapport à un usager qui était à l'origine. D'autre part, par exemple, on parlait tout à l'heure des usagers qui décidaient eux-mêmes de trucs. Là, par exemple, au cours d'un CVS, ils ont décidé tout simplement de créer, et ce qu'on a discuté en équipe, de créer comment ça s'appelle, le groupe de pairs, c'est-à-dire on les a octroyés un créneau horaire où ils se rencontrent, où il n'y a pas d'équipe médicale, de psy, d'éducateur. L'éducateur qui est là, il est seulement là pour reprendre, disons, pour réguler en fait que la parole soit... Et il peut parler de tout, que ce soit de leur vie, de l'actualité, de comment ça se fait que toi tu as réussi à s'en sortir et moi je suis toujours au même stade, et échanger, et voilà. Et là, et ça c'est né pendant cette idée-là est née pendant un CVS. C'est pas, voilà, ils sont tout simplement dit que la question est partie sur le fait qu'une fois que les structures sont fermées, moi qui est dans mon appartement, que je suis tout seul, je consomme, c'est parti d'un usager, je consomme, je ne sais pas comment m'arrêter, parce que quand vous êtes fermé, j'ai plus personne à qui m'adresser. Et comment on m'accompagne au-delà des horaires d'ouverture. Et à partir de là, au bout de quelques semaines, ils ont décidé de créer ce groupe-là pour échanger sur leurs pratiques. Et voilà. C'est pour ça que c'est pas seulement de dire qu'on va faire, qu'on se dit ne pas faire à leur place, ou ne pas. Pour moi, un usager reste voilà, bon. Comme dit Karim, ils sont souvent maîtres, comment ça s'appelle, ils sont dans leur connerie ou dans leur truc. Moi, je ne sais pas comment tourner cette phrase-là. Mais bon, je ne sais pas trop. Voilà, mais bon, je suis pour que l'usager soit au centre. Parce que souvent, on dit, comme la loi 2010 dit, l'usager est au centre, mais souvent, ils sont à côté. Voilà, parce que nous, on prend la place. La question qu'on se pose souvent, est-ce que les salariés ou autres, les professionnels, sont-ils prêts seulement à lâcher un peu
entre guillemets, leur pouvoir et autres, quoi, parce que je me dois. Bon, moi je suis au centre. En fait, on dit souvent que les usagers ne prennent pas la responsabilité. Et nous, comme quelqu'un qui leur accompagne dans leur démarche, on devait assumer notre responsabilité. Moi, je parle de moi. J'arrive pas à être devant un usager, à pas être moi. Et quand je suis pas moi, je suis pas complet. Et j'ai pas dans les démarches, dans une démarche qui correspond à un soutien vers l'autonomie que moi je cherche autant. Je suis pas encore autonome, mais je cherche toujours. Et j'essaierai toujours de donner les meilleurs de moi-même pour pouvoir arriver à être capable de soutenir un usager dans sa démarche pour l'autonomie. Parce que je pense qu'on est tous usagers de quelque chose. On mange, on fait n'importe quoi. On a besoin de quelque chose pour vivre. Donc on est tous usagers. Mais comment on pourra égaliser les droits de l'homme? Parce que je pense que les débats, en fait, c'est les droits de l'homme qui manquent dans les centres de débat, quoi. Non, mais j'ai fini. Tu veux rien dire sur les droits de l'homme? Non. La femme, en fait, on a travaillé ensemble sur un document qu'on voulait ouvrir les débats là-dessus, mais ma collègue n'a pas pu finir ses lectures. Je préfère passer la parole. Non, mais en fait, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Pro, ça m'a posé question, puisque quand je travaillais à l'hôpital, on ne pouvait pas du tout se positionner en tant que professionnel, potentiellement comme usager de drogue ou pas, en fait. Même pour fumer une cigarette, comme on faisait de la tobacco, on n'avait pas le droit d'être vu en train de fumer une cigarette dans l'enceinte de l'hôpital. Enfin, ça peut paraître un peu aberrant, mais c'est comme ça que ça se passe aussi, parce qu'on ne peut pas dire dans toute la dicto qu'on est usager de drogue. Enfin, c'est pas forcément possible, ça dépend aussi dans quelle partie de la dicto on se situe. Alors c'est vrai qu'en réduction des risques, on a l'impression que c'est un peu, tout le monde peut plus facilement le dire, en fait. Mais, en tout cas, ça peut être parlé plus facilement. Et c'est vrai que ça me fait rebondir un peu sur l'importance de la parole. Ce qu'évoquait Karine, c'est que les choses soient parlées. Et moi, je me dis que dans notre équipe, le fait que ce soit posé, en fait, comme une volonté de la direction d'avoir des personnes comme ça qui sont issues de différents horizons de parcours de vie, ça permet aussi qu'on puisse en parler. Et quand il y a un usager qui vient voir un des professionnels et par exemple qui lui demande de tester de la cocaïne et que la coke elle est à 85% et que le professionnel, lui aussi il aime bien la cocaïne, il a peut-être envie de lui dire c'est où ton plan, quoi. Et si effectivement il peut pas en parler avec ses collègues en disant écoute là je me sens en danger parce que voilà j'ai envie de faire ça ou même j'ai fait ça, et qu'on ne peut pas le reprendre en équipe, c'est là que ça met l'équipe en danger, en fait. Parce que même si, effectivement, José, il est peut-être aussi usager de drogue, et il se positionne comme ça, volontairement dans la structure, il n'est pas exactement dans la même posture que l'usager qui vient en tant qu'usager de la structure, en fait. Il y a une différence, il y a une asymétrie des postures qui permet aussi que le travail d'accompagnement soit possible. Et c'est cette asymétrie qu'on travaille aussi, c'est-à-dire que je suis comme toi, je suis identique, mais je suis aussi un peu différent, parce que dans une posture un petit peu peut-être décalée, qui fait que je peux utiliser peut-être mon expérience, parce qu'il y a des usagers qui me disent « Ouais, moi j'aimerais bien faire comme toi, comment je peux faire ?» Et c'est le moyen aussi de les interroger sur où t'en es dans ta conso, est-ce que toi tu te sentirais capable de gérer ta conso pour pouvoir justement tenir les directives, les horaires, etc., professionnels. Comment tu te sentirais par rapport à ça? Et ça permet de retravailler des choses avec l'usager. C'est en fait comment on peut retravailler à chaque fois ces questions-là, qu'est-ce que ça soulève comme question, et comment on peut les découler pour que notre accompagnement soit le plus adapté possible aux besoins de l'usager de la structure. Non, mais effectivement, ça revient à la question qui a été soulevée tout à l'heure, c'est usager de drogue et usager de structure. Et c'est vrai que ça m'a fait penser que le secteur de la santé communautaire, notamment chez les anglo-saxons, en fait, il est né pour ce qui est des pères, des anciens, des ex-usagers. Et donc, effectivement, chez eux, c'est même quasiment presque une règle
en tout cas pour les Américains, les premiers centres, les gens s'appuyaient sur l'expérience de vie pour parler aux autres, mais parce que c'est toujours l'expérience de vie sur avoir quitté l'usage, s'en sortir, enfin bon, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime, hein, mais c'est tout le champ des 12 étapes, etc., qui moi, m'intéresse beaucoup, et je trouve que quelquefois, dans la réduction des risques, d'ailleurs, nous manque un petit peu, c'est-à-dire de ne pas toujours parler des techniques de l'usage. C'est effectivement bien parce que ça te permet de rester vivant, hein, c'est déjà pas mal. Mais après, une fois que tu es vivant, au bout d'un moment, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, et tu peux peut-être penser aussi à avoir une autre manière de consommer, voire plus consommer du tout. Bon, mais encore une fois, si la santé communautaire elle est tellement évidente chez les anglo-saxons, on oublie toujours de dire que c'est parce que c'est presque toujours d'ailleurs des ex-usagers. Or nous, cette santé communautaire, on l'aborde d'un point de vue professionnel dans la réduction des risques avec l'idée qu'on gère la consommation. Et c'est là où il y a une confusion entre effectivement des gens qui sont usagers de drogue et des gens qui sont usagers de structure. Et ce que tu décris est parfaitement vrai. Ça pose un certain nombre de contradictions. Mais non, mais on t'entend, c'est dommage, parce qu'après on t'entend pas. On est tous concernés, on travaille tous en addicto. Ceci étant dit, on travaillerait en cancérologie. Ça sous-entendrait que moi, en tant que professionnel, j'ai un cancer, je dois en parler à mon équipe, parce que je suis aussi médecin travaillant en cancéro. Ça paraît, enfin moi là, il y a un problème, à mon avis, d'espace. C'est-à-dire que c'est pas parce que je travaille en addicto et que j'ai peut-être par ailleurs la question d'une consommation gérée, pas gérée, j'en sais rien, que je vais le soumettre à mon équipe. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une notion... Si je suis par ailleurs embauchée et que j'ai cette expérience-là, ça appartient à mon intimité, ça appartient à ma vie personnelle et non pas professionnelle. Et là, il y a peut-être quelque chose qui doit se jouer ailleurs, dans d'autres espaces, dans d'autres lieux. Et quelque part, on ne va pas être sur tous les niveaux. C'est-à-dire que, enfin, il y a quelque chose là qui me dérange moi. Après, qu'il y ait une professionnalisation, là, le centre dans lequel je travaille, qui est un centre de soins, qui n'est pas un Carmule, on a embauché un médiateur santé-père. C'est une profession qui existe dans le cadre de la santé mentale. Qui est effectivement l'idée d'avoir quelqu'un qui peut faire le lien et qui facilite l'accès aux soins et qui renforce du côté de l'usager la démarche vis-à-vis des professionnels et inversement. Donc il y a des métiers qui sont possibles en santé communautaire, on en parlait, il y a aujourd'hui des certificats en santé communautaire, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se créer autour de ça. C'est vrai que malheureusement on a plutôt l'expérience du côté des anciens usagers de drogue, du côté de l'autosupport, mais je pense qu'il y a des choses à créer et à professionnaliser. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut cloisonner. En tout cas, faire attention aux différents espaces dans lesquels on va être. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où... Moi, je suis un peu en question sur cette question des professionnels qui vont venir à parler dans leur équipe de leur consommation. Là, il y a quelque chose qui, pour moi, questionne un peu sur les espaces, en tout cas. Voilà. Moi, si je peux me permettre, c'est pas comparable au cancer. C'est-à-dire que le cancer, en l'occurrence, t'es pas... Justement, il n'y a pas de... Oui, tu choisis pas, ça n'a rien à voir. C'est surtout le fait qu'à un moment donné, c'est plutôt le côté communautaire en fait. Encore une fois, tu peux te retrouver à être professionnel en fait et être connu aussi au même endroit où tu l'exerces par les usagers qui te connaissent déjà, etc. Logiquement, tu as un cancer, tu bosses en cancérologie, le patient ne le sait pas. Celui que tu vas avoir en face de toi n'est pas censé le savoir, etc. C'est autre chose. Là, quand tu as un parcours de vie qui est... Et c'est pas le cas de tout le monde, loin de là, mais tu peux aussi te retrouver à avoir un parcours de vie qui a été commun, qui s'est fait avec d'autres en fait que tu as en face de toi. Et là, ça amène aussi à des questions. Le truc qui est assez violent, tout à l'heure je parlais réellement de l'autre côté du comptoir, c'est parce que c'est juste une anecdote, mais un collègue qui arrive, qui travaille, qui vient de prendre son poste en fait à Gaïa, et à un moment donné, tu as un mec qui rentre dans le camion et qui regarde, qui dit « Oh putain, ça fait super plaisir de voir de l'autre côté du comptoir ». Ça veut dire quelque chose, c'est une place que tu prends. Et dans l'autre sens, parce que je l'ai vu aussi, le fait d'être derrière le comptoir, mais par contre de ne pas être en état d'assumer la position de professionnel à ce moment-là, etc., est quelque chose d'extrêmement violent, aussi bien pour l'usager qui vient chercher du matériel et qui se rend compte qu'en face, il y a quelqu'un qui est en train de piquer du nez, qui tient pas du tout, voilà, où le truc est inversé, c'est quelque chose de violent et qui se répercute de façon violente.
Il y a quelque chose, donc c'est pas indépendant en fait de ton poste de travail le fait qu'à un moment donné tu puisses être reconnu par les gens avec qui tu travailles comme usager de drogue, comme ayant été. Je pense que voilà, pour moi c'est pas tout à fait la même et ça mène pas ça mène aussi à d'autres conséquences. Il y a là, on a noté, mais tu voulais dire un truc tout à l'heure. Non, mais c'était intéressant. Tu disais, tu choisis pas là. Oui, non, en fait, c'était juste pour revenir en même temps. Je le disais tout à l'heure au tout départ, c'est des individus au départ qui ont, quand ils viennent chez nous, on dirait un problème de consommation. Moi, je dirais même pas qui ont une relation à un produit qui pose peut-être problème. Et encore, on ne sait pas. Mais c'est des individus au départ. Ils ne consomment pas forcément. Nous, on les reçoit comme consommateurs. C'est un choix. Quand tu vas boire un coup, tu sais où tu vas t'arrêter. Avant d'être sous, tu connais un petit peu jusqu'où tu peux aller pour être un peu bien. Et après, tu sais que ça va déraper. C'est quelque part un choix. Mais il arrive un problème, arrive un moment, le produit prend tellement de place qu'il y a le choix, on peut se poser la question. Mais dans le discours au quotidien avec eux, c'est aussi revenir par rapport au produit lui-même. Bien souvent, je pense qu'on l'oublie, on le zappe complètement, parce que moi, je vois par jour, on a 90 personnes à 120 personnes tous les jours. On ne peut pas parler du produit avec tous. Mais par contre, quand tu as un lieu dédié à ça, où tu donnes du matériel, où tu peux te poser un petit peu, et tu peux revenir un petit peu sur la consommation de produits, on se rend compte que c'est moins stigmatisant aussi, je trouve. Parce que c'est pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, nous on en a déjà parlé en équipe, de savoir, et on a ce renvoi de la part de certains usagers de cocaïne en disant comment tu peux me comprendre dans l'état où je suis si tu n'en as jamais pris. Alors on peut le prendre dans les deux sens cette question. Et donc nous, en équipe, on en a déjà parlé, est-ce que pour travailler dans ce domaine-là, il faut déjà avoir pris certains produits, oui ou non? Moi je viens du handicap mental. Bon, je suis pas, on est tous à peu près, hein, voilà. Mais bon, j'ai pas besoin d'avoir fait un séjour en psy pour, voilà. Mais quelque part aussi, si tu as été victime un jour de quelque chose, tu peux peut-être être plus sensibilisé quand même. On ne peut pas nier ce côté-là non plus. Mais je pense que c'est un questionnement qu'on doit se poser professionnellement. On ne peut pas le mettre à la trappe comme ça. C'est pas possible. On connaît tous des exemples de collègues qui ont été mis en danger, qui se sont mis en danger parce qu'ils n'ont pas pu en parler. Juste parce qu'ils n'ont pas pu en parler. Moi je voulais juste te dire, c'est pas devoir en parler, c'est pouvoir en parler en fait. C'est que cet espace de parole soit possible et que ce soit possible au sein de l'équipe à partir du moment où on se positionne aussi, soit en tant que professionnel, soit en tant qu'usager, soit en tant que les deux, expert, quel que soit l'endroit où on se positionne, mais qu'au sein de l'équipe, on puisse aussi en parler et que ce soit possible d'en parler sans avoir peur d'être décrédibilisé par ses collègues, d'être stigmatisé ou d'être, comme disait Karim tout à l'heure, considéré comme un sous-professionnel. C'est juste que voilà, c'est donner toute sa place à cette parole-là, en fait. Merci. Bonjour, je voulais juste répondre à la question. En fait, je m'appelle Jean-Michel. Je suis intervenant à Gaïa. Je suis sur le projet de la salle de conso et là en ce moment je suis salarié sur le Carud. Je suis usager de drogue et franchement si je ne pouvais pas en parler à mes collègues, ça me mettrait je pense en difficulté. C'est pas pour ça que je leur en parle, mais voilà, juste le fait de savoir que je peux, pour moi c'est super rassurant et voilà quoi. Enfin, ça fait partie de ma personne. Et je vois pas pourquoi, voilà, je ne pourrais pas en parler, bien au contraire. Mais excuse-moi, je vais changer un petit peu de sujet. Je suis Didier de l'association de quartier Action Barbès. Je reste sur le usager de drogue acteur. Et ce que je retiens depuis hier, c'est qu'on m'a dit aller vers. Alors, et sortir de l'entre-soi. Est-ce que ce serait une bonne idée pour essayer de faire tomber un peu la pression, notamment vis-à-vis des habitants du quartier, de faire des rencontres entre les habitants du quartier et les usagers de drogue? Alors là, je suis désolé, c'est une question pour un salle de conso, de ce que j'ai compris. Oui. Donc il n'est pas forcément le thème, mais c'est prévu. Hein. C'est-à-dire qu'il est prévu, mais... C'était pas le thème en fait du débat, mais en l'occurrence sur l'histoire de la salle de consommation, etc., mais sur d'autres terrains, oui c'est prévu. Après ça peut être violent pour les uns comme pour les autres, c'est pareil. Usager de drogue, ça veut pas dire animal de foire. Voilà, les relations sont pas forcément bonnes dès le départ, etc. Après c'est prévu. Je
Je pense que Ego peut peut-être aussi en parler parce qu'ils font vous avez une équipe qui régulièrement va voir les riverains, etc. en fait, d'usagers. Comme je disais tout à l'heure, on a tous les mercredis l'assemblée publique où les riverains, les usagers, les professionnels de santé, tout le monde sont conviés à ces réunions justement pour échanger. Et tous les mercredis, il y a un thème défini en avance. Et voilà, actuellement, le prochain thème, c'est sur les sans-papiers, les usagers et sans-papiers. Et c'est ce sujet-là qu'on va traiter pour la prochaine assemblée publique. Et tout ce qui concerne la médiation, il y a aussi par rapport avec les commerçants et autres, on a actuellement le projet de végétalisation qui est fait avec la participation de tous les commerçants. Et là, on est en train de, disons, reverdir la boulevard de la Chapelle avec quelques... Voilà, quoi. Mais bon, ça aussi, c'est possible. C'est notre travail au quotidien. Et il y a des assemblées publiques, il y a ce projet avec la mairie de 18e. Et si vous avez envie de rencontrer les équipes, on est sur le terrain, sans difficulté. J'ai juste rajouté un mot. Non, mais moi, c'est de revenir sur l'usager relais, en fait, notion que j'ai entendue tout à l'heure, chez nous, Nantes, Opélia. On a des usagers relais. Avant ça, il y avait un partenariat avec la Sud, son représentant local sur Nantes. Se pose la question au bout d'un moment, c'est que nous, par rapport à nos usagers relais, là on a un usager relais en chef, on va dire, quoi, qui coach un peu une équipe de 3 usagers relais. Au bout d'un moment, se pose la question de la professionnalisation. Nous, ce qu'on nous pose actuellement en guise de perspective, on nous parle de DU d'Addicto, on nous parle de master, de machin, de choses comme ça, sauf que 90% de notre file active, on est sur un niveau CAP, BEP à peu près, quoi, sur nos fiches. Donc l'accès à la professionnalisation se retrouve quand même un petit peu compliqué. L'autre chose qui est compliquée, c'est que quand on obtient à grand-peine une augmentation un peu du nombre de postes au niveau des ARS, c'est un quart-temps psy, c'est un mi-temps infirmier, c'est en aucun cas une personne non diplômée. Donc, est-ce que vous avez des solutions? J'imagine bien que des associations portées par des associations mères comme MDM, tout ça, ont peut-être des possibilités, plus de facilité par rapport à ça. Mais nous, on a, je sais pas, hein, mais nous, on a vraiment grand mal à faire. C'est pas une critique, au contraire, j'en suis ravi que ça puisse être possible. J'aimerais bien, mais Opélia, nous. Donc, est-ce que des solutions, parce qu'au bout d'un moment, ça revient chez les usagers relais quand même. Ce désir de professionnalisation et puis cette limite du bénévolat. Ça tombe vraiment bien. Tout à l'heure, j'avais 2 idées, j'en avais oublié une, j'ai trouvé la deuxième. En fait, c'était celle-là, c'était un reprenant sur AQP Sud dans ce qui peut se faire en Québec. Il faut croire qu'ils sont quand même bien en avance sur nous, sur pas mal de choses, etc. Et à l'heure actuelle, pour des gens qui sont du milieu de la réduction des risques, quelle que soit d'ailleurs leur fonction, il y a une quarantaine de formations possibles à l'université, en fait, qui peuvent se faire les unes après les autres, allant de quelques jours à beaucoup plus. Donc en fait, en effet, quand tu te retrouves en étant considéré comme, en ayant un statut d'expert usager, en ayant des formations et pas loin d'une quarantaine de petits diplômes en fait, mais liés aux IST, aux drogues, aux trucs, aux machins, etc. L'histoire de la professionnalisation, on n'est pas loin du tout. En France, c'est vachement plus difficile. En fait, il y a un truc à Paris 8, je sais, qui existe en fait de santé communautaire. Il y a pas grand chose qui existe et c'est pas forcément bien reconnu non plus. Voilà. C'est dommage que Aide soit pas ici non plus en fait attribué. Oui, parce qu'effectivement, Aide, normalement, dans leurs équipes, ont un certain nombre de gens qui ont vécu cette expérience. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a presque eu un recul par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, puisque justement, quand tu parles de Aide, il y avait le fait qu'un certain nombre de gens étaient concernés aussi par le VIH. Donc cette expérience de vie, en fait, elle était à la fois l'expérience d'usagers et l'expérience de personnes qui souffrent d'une pathologie. Et c'est ça l'objection qu'on peut faire à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport
l'assimilation au cancer, c'est toujours pareil, quoi. C'est qu'en addicto, le fait d'assimiler l'usage de drogue à une pathologie, terme à terme, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu avais pris la parole sur le fait de dire un cancer, en général, les gens ne choisissent pas forcément d'en avoir un. Et puis, comme je l'expliquais à la FFA, tu ne fais pas du trafic pour continuer à ce que ton cancer puisse prospérer. Tu n'échanges pas des petits bouts de cancer au marché noir. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que l'assimilation terme à terme avec la pathologie, ça ne fonctionne pas parce que l'expérience de l'usage de drogue, c'est autre chose. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais que la santé communautaire, elle s'est bâtie beaucoup à l'étranger sur cette expérience de l'usage de drogue, même si c'était une expérience au passé. Et maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que c'est une expérience qui n'est pas forcément au passé. C'est vrai que c'est là où c'est compliqué entre ta vie privée et l'expérience d'usager du service, quoi. Mais je trouve ça super que toi, tu puisses dire ce que tu as dit tout à l'heure. Je tiens à préciser, effectivement. Oui, voilà, si tu aimes bien l'alcool, tu vas pas vous le bourrer. Voilà. C'est aussi simple. Hein, voilà. Non, et puis la comparaison avec l'alcool est d'autant plus riche que, c'est ce que je leur disais à la FFA l'autre jour, il y a plein de milieux viticoles où, pour le coup, la question ne se pose pas, quoi. Les experts, en l'occurrence, ils passent leur temps à parler de ce qui est le plus intéressant dans leur expertise, c'est-à-dire le goût. Et puis bon, faut voir. Moi, j'ai fait 2 fois les vendanges dans ma vie, et des fois, j'ai jamais picolé autant, quoi. Donc, ouais, enfin, c'est triste, quoi, même à quel point il y a une hypocrisie pas possible de la société par rapport à ça, alors que justement, y compris le milieu de l'alcool, enfin les alcooliers qui sont tellement stigmatisés quand on parle d'addiction, ils auraient tout intérêt à bénéficier eux aussi d'arguments de réduction des risques, parce que effectivement ça manque un petit peu. On est plutôt dans l'excès quand on parle effectivement de ces gens qui sont dans les métiers de l'alcool, et inversement je trouve qu'il y a une stigmatisation terrible, quoi, de l'addictologie sur tout ce qui est ivresse, quoi. Mais ça répond pas à la question. Non, moi je voulais juste te dire que effectivement, vie privée, vie publique, quand on dit, tout à l'heure ça a été évoqué, ça c'est ton espace intime, privé, donc ta conso, t'en parles pas dans ton espace de travail. Enfin, nous on travaille dans un CARUD, en CARUD, la frontière intime, publique, privée, c'est aussi des frontières qui sont peut-être un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de vivre dans notre vie quotidienne, parce qu'on a affaire à une population qui est quand même majoritairement très précarisée, en grande rupture de lien, en grande souffrance par rapport au fait d'être en lien avec l'autre, et qu'effectivement on est dans une certaine proximité. Et moi je trouve qu'en CARUD, ils nous interrogent beaucoup sur qui on est nous, pourquoi on s'intéresse à eux, et quelle est notre légitimité à s'intéresser à eux. Donc ils viennent beaucoup m'interroger ça, et qu'effectivement c'est dans quelle posture on est, et comment on se positionne pour répondre à ça, pour leur proposer quelque chose d'étayant et de rassurant par rapport à ça. Donc d'où l'importance pour moi effectivement de pouvoir être assez libre dans les échanges avec ses collègues, et en tout cas de pouvoir évoquer les thématiques, notamment celle de la consommation de produits, qui est quand même celle avec laquelle on travaille, de manière assez librement, pour éviter, on va dire, les risques dans lesquels ça peut mettre les personnes. Ouais, juste pour aller dans ton sens, c'est pour arrêter d'être hypocrite aussi, des fois, et puis d'être dans une forme de toute puissance, parce que c'est très facile de dire, moi je suis très fort, surtout je consommerai jamais de ci ou de ça. Enfin, non, mais c'est souvent ça, enfin voilà, et ça permet des débats. Moi je sais que j'ai consommé certains produits avant, que j'ai décidé à un moment donné d'arrêter pour X, Y raison, et c'est vrai que quand tu discutes avec des usagers qui te disent mais pourquoi tu as choisi ce boulot-là? Pourquoi tu viens, entre guillemets, te faire chier avec des fous pareils, quoi. Mais souvent ils nous disent ça. Et ben voilà, ça permet aussi d'avoir une discussion. Alors bien sûr tu le fais pas en salle devant tout le monde, etc. Parce que même pour lui, il faut quand même garder une forme de pudeur et d'intimité, mais enfin, c'est important aussi d'avoir ces données-là, quoi. Enfin, on n'est pas des surhommes ou sous-hommes, et il y a une question de plaisir aussi. Moi, je voulais revenir là-dessus. On parle de consommation depuis le départ. Au départ, je suis désolé, mais quand on consomme un produit, c'est parce que c'est bon, quoi. Enfin,
je sais pas, enfin voilà. Et souvent, nous, surtout en Caruc, quoi, on reçoit des gens tellement cassés par la vie, tellement vraiment, qu'on oublie que ça reste même bon quand même à ce point-là, quoi. Ouais, c'est ça qui est aussi intéressant de travailler avec eux. Je voulais ajouter quelque chose à ce qui se disait là maintenant, parce que le centre dans lequel nous travaillons existe depuis 1962 et il a toujours travaillé avec toutes les dépendances, avec tous les produits, avec tous les types de consommation. Et ça, c'est aussi intéressant, ce décloisonnement-là. Je veux dire que les personnes qui consultent ne savent jamais pour quelle raison l'autre personne est en train de consulter. Est-ce qu'elle est mère de toxicomane? Est-ce qu'elle est joueuse addictive? Est-ce qu'elle est outre-mangeuse ou quoi que ce soit? Donc la problématique, c'est pas la consommation, c'est que comment est-ce que je vis et comment est-ce que je suis heureux ou pas là-dedans. Et à partir du moment où je consulte, c'est que peut-être il y a quelque chose où je suis plus si heureux que ça. Et quel que soit le produit, et forcément, toute l'équipe, on est 27, forcément, on est tous consommateurs de pratiquement tout ce que les gens viennent, pour lesquels ils viennent consulter. Et l'intérêt est effectivement de pouvoir, en tant que professionnel, faire la part, je pense, parce que c'est pour ça qu'on est engagé. Tu fais chez toi ce que tu veux, mais sois au moins efficace quand tu arrives au boulot. Et puis si tu n'es pas, il a des sens d'expliquer. C'est ce qui se passe aussi chez nous. J'ai travaillé des années avec un collègue alcoolique, mais c'était un excellent travailleur social. Il a fait un boulot de gueux, mais à un moment donné, il était vraiment plus apte. Alors, il a fallu qu'on en parle ensemble et qu'on essaye de trouver une solution. Mais je pense qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec j'ai attrapé la toxicomanie ou j'ai attrapé quelque chose. J'attrape rien, je fais un choix de vie, comme nous tous. Et c'est cette espèce de décloisonnement-là qui est important pour rendre humain le rapport qu'on a avec la personne, mais aussi que la personne puisse savoir sur qui je peux compter. Et ça, je crois que c'est important aussi qu'en tant que professionnel, à un moment donné, on parlait de légitimité, d'intervention, mais que ce soit légitime, que ce soit moi qui t'accueille, qui t'écoute et qui cherche quelque chose avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je suis différent par rapport à plein d'autres choses de ma vie. Voilà. Après, ce que tu dis là, c'est la question de la dépendance en fait. Parce que alors en fait on parle, tu disais plaisir, mais le plaisir c'est l'usage. Et c'est vrai que quand on arrive à la dépendance, c'est le bout du truc où effectivement la question du plaisir elle échappe. Et c'est pour ça que je disais, y compris en réduction des risques, il faut peut-être qu'on retrouve l'idée que pour certaines personnes, la dépendance elle est telle que la seule sortie c'est rien du tout. Et ça, c'est pas du tout dans notre ADN. C'est même un mot qui était tabou pendant quelques années, quoi. Sevrage, abstinence, c'était les mots qu'on n'avait pas le droit de prononcer. Bon, moi je trouve ça intéressant que dans la réduction des risques, à un moment, on puisse comprendre que la dépendance devient telle pour certaines personnes que la seule réponse, ça puisse être rien du tout, même si ça n'enlève absolument rien d'abord au mérite de la réduction des risques, comme je disais, qui est de rester vivant, et ensuite à tout ce qui est l'aspect contrôle par l'État et répression, parce que là, en dehors de la dépendance, même quand tu es dans le simple usage, un contrôle de flic, ça peut te bousiller la vie, même si tu es un simple usager. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai commencé par ça, même si c'est passionnant nos discussions sur les CVS. Je voulais juste ajouter un point, en fait, au comptoir d'échange, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on recrute certains usagers, en fait, pour aller en festif, et donc pour pouvoir toucher un jeune public, parce que voilà, ils ont une expérience que nous, on n'a pas, et ils connaissent certains produits qu'on ne connaît pas, on en connaît d'autres, mais voilà, et donc à ce niveau-là, ça permet aussi d'offrir à la personne déjà un petit défraiement, qu'elle ait un peu d'argent, qu'elle soit valorisée par ses connaissances, qu'elle soit reconnue,
Donc voilà, je ne sais pas si vous faites ça aussi en France, recruter un peu comme ça des usagers en comptoir pour aller dans des rêves, des trucs ainsi. Oui, par contre, le défraiement... C'est volontariat. C'est ça, encore qu'il y a une essence pour y aller. La technologie, c'est aussi ça. Mais ouais, enfin, il y a une partie de ça là. Administratif qui est payé uniquement. Ouais, mais bon, c'est quand même un début de... Les gens, en général, travaillent 30 heures et sont payés. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est un souci. Non, mais vas-y, on va faire un peu continu. C'est un petit point technique. Bon. Est-ce que... Oui. Bonjour, j'aurais une question à poser. Je m'appelle Quentin, je suis stagiaire éduc dans un carré lyonnais, donc je suis tout neuf dans le social et encore plus neuf dans la RDR. Donc excusez peut-être la naïveté de ma question, mais je me pose la question de la participation des usagers dans les CARUD, ça m'intéresse énormément. La question du salariat des usagers de drogue dans ces structures, je trouve ça vraiment génial, le partage d'expérience, la richesse de leur expérience et qu'on la mette en valeur, je trouve ça vraiment important. Mais est-ce que la vraie participation, la vraie question de la participation, ça ne doit pas être poussé jusqu'à des décisions de type budgétaire et à des liens avec les financeurs, l'ARS? Est-ce que là, est-ce qu'on ne doit pas pousser la participation des usagers de drogue dans les structures jusqu'à ces places-là? Tu peux préciser ta question? Oui. Il faudrait. Donne un exemple. Eh ben, est-ce que une chef de service ne devrait pas être accompagnée de l'usager de drogue quand elle va à des réunions avec l'ARS, par exemple? Alors, dans l'absolu, oui, on tend tous à ça, mais moi, il y a un truc que je voudrais rappeler, on parle citoyenneté, etc. Moi, 80% des gens que j'ai, ils n'ont pas de papier. Hein. Ils ont des OQTF au cul, quoi, donc dégage. Enfin, voilà. Alors, moi, je veux bien donner plus de... Mais à un moment donné, on vit quand même dans une société avec des règles. Enfin, tu fumes un joint, le lendemain matin, tu te fais serrer par la police, tu n'as plus de permis. Voilà. Enfin, après, je veux bien donner... Voilà. Qu'on leur donne et qu'on régularise les gens, Oui, attends, juste un truc. Ouais, là, l'exemple que tu donnais, une chef de service pour l'ARS en fait, avec des usagers, je ne sais pas si c'est réellement pertinent. Par contre, en effet, avoir des usagers dans les conseils d'administration, etc., je ne trouverais pas ça complètement aberrant. Ça a déjà été le cas d'ailleurs de certaines associations, il me semble. Mais voilà, là, il y a réellement quelque chose. Après, chacun son métier aussi. En l'occurrence, c'est pas plus intéressant en fait d'avoir... chacun son métier, chef de service, cadre, etc. C'est un cadre, c'est le truc qu'il a financé. Par contre, les trucs décisionnaires au niveau d'une association, ça peut être intéressant que les premiers, en l'occurrence, là, c'est l'usager. Usagers bénéficiaires, etc., puissent avoir une part, oui, ce serait un idéal, mais après... Non, mais moi, j'ai effectivement il y a une réponse à ça, ça s'appelle la démocratie sanitaire. Et donc, c'est vrai que c'est dans la loi Kouchner, donc, avec un agrément qui est donné par la DGS, qui s'appelle l'agrément pour représenter les patients. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont présentées dans les conseils d'administration des hôpitaux, des établissements, etc. Cet agrément, ASUD a bossé pour l'avoir, donc nous l'avons, mais on est une toute petite structure, et en fait, la solution elle est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 10, 20, 30 associations, comme dans d'autres pathologies pour le coup, même si nous, la question de la pathologie, on n'y adhère pas idéologiquement, mais sur le plan du règlement, par contre, il faut l'investir complètement. Donc il y ait 10, 20, 30 associations différentes qui aient cet agrément et qui puissent effectivement jouer ce rôle, oui. Parce que, pourquoi c'est la solution? Parce que l'agrément, il t'oblige à monter une structure rationnelle avec des gens qui sont obligés de respecter les règles en question, il t'oblige à sélectionner des gens qui sont capables de s'exprimer en public, il t'oblige à ce que les gens qui vont être, alors pour le coup, rémunérés ou pas, ça c'est pas le problème. Hein. Dans la plupart des associations de patients, des pathologies classiques, entre guillemets, ils sont bénévoles. Et souvent ils sont retraités là, parce que j'ai été à une réunion à la NSM, la moyenne d'âge c'est 70 ans. Mais bon,
pour nous, en tout cas, la solution, elle est là, elle est dans ce... Effectivement, c'est vrai, il faudrait que ça se passe comme ça. Par contre, il faut absolument que les usagers des services, pour le coup, en addicto, et qui ne sont pas seulement des anciens ou des ex, comme il y a dans l'alcoolologie, se réunissent en association et obtiennent cet agrément pour jouer le jeu de la démocratie sanitaire. Je ne sais pas si c'est clair. Sauf que dans, par exemple chez nous, ça existe, il y a des usagers qui participent, qui sont membres qui participent au CA d'Orange. Voilà, c'est pour ça que c'est très bien que tu disais, on ne parle pas de CVS, parce que je rappelle que les membres de CVS sont élus par les usagers. Ils font campagne et autres. Et c'est les représentants des usagers qui sont présents au sein du CA. Donc, pousser la participation des usagers jusqu'au bout. Et ils participent aussi à nos séminaires. Voilà, ils sont présents à nos séminaires dans tout ce qu'on fait. Donc, ils sont là au quotidien avec nous. Bon, c'est pas encore parfait, hein. Je brosse un tableau idyllique et tout machin, mais bon, je suis le premier à râler et tout, qu'on doit toujours pousser plus loin la participation des usagers, que là, leur place n'est pas complètement acquis, et on doit faire en sorte qu'ils trouvent réellement leur place. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la technicité et tout ce truc-là. Ok, on est tous professionnels. Et pour revenir tout à l'heure par rapport à être expert ou autre, ou consommer le produit avant. Moi, j'ai commencé en 2004, avant la loi sur les carrés ou autre, que je consomme. J'ai jamais consommé quoi que ce soit dans ma vie. Et cela ne veut pas dire que je ne serai pas crédible face à un usager. Et je suis dans le milieu associatif depuis 1996. Donc ça fait 18 ans que je suis... connaître un peu le public et ce que je parle, c'est pas seulement... C'est pour ça que je refuse souvent les termes techniques ou autres. C'est être au quotidien, pouvoir accompagner une personne, c'est pouvoir le comprendre et l'écouter. Et souvent, beaucoup de gens, j'ai entendu tout à l'heure la dame là qui disait, on écrit beaucoup de choses qui sont, je la rejoins, qui sont tellement scientifiques, qui sont tellement loin voilà, qui ne sont pas proches de la personne. Et depuis 1996 que je suis sur le terrain, sincèrement, je vois des choses qui sont pas trop, qui s'éloignent de plus en plus de l'usager. Qui s'éloignent on n'accompagne pas, on devient tous des techniciens voilà, c'est pour ça que je parlais de la technique. C'est pas tout simplement, et voilà, pourquoi j'ai accepté de venir ici aujourd'hui, c'est tout simplement pour pouvoir partager, voir des gens qui sont sur le terrain. Parce que, voilà, que je rencontre Karine tous les jours parce qu'on est juste en face à face. Et je sais parfaitement, voilà. Et voilà, quoi, je sais que c'est un excellent intervenant et c'est pour ça. Mais bon, il ne faut pas ignorer que le CVS, c'est réellement, et si on pousse, ça peut permettre à faire avancer les usagers. Merci. La manipulation. Ah, oui. Allez, ah non, mais qui veut le mot de la fin? Allez. Non, c'est lui. Les gars, je crois que vous avez balayé un peu rapidement la question de Quentin. Enfin, d'ailleurs, la question de Quentin, c'est ça? Il avait l'air frustré. Pardon? Non, sa question qui était à partir d'un exemple accompagné par exemple un chef de service qui serait accompagné à l'usager de drogue dans une rencontre des CRS. Je trouve que vous avez balayé un petit peu facilement ce que j'ai entendu moi derrière cette question à travers chacun son boulot qui arrive. Et il y a la démocratie sanitaire de l'OTP pour ça. Comme il y a un peu, quand on parle de but, il y a des maisons de tolérance, comme quand on parle de tolérance, il y a des maisons pour ça. Non, plus sérieusement, oui, il y a la démocratie sanitaire, je suis d'accord. Non, mais il y a un deuxième aspect, à mon avis, qui nous interpelle tous, secteur de réduction des risques, et pour certains d'entre nous, gestionnaires responsables du dispositif de réduction des risques, c'est le profil des équipes. Certes, nous sommes contraints par un cadre réglementaire, celui du médico-social, qui fait que certains postes, je pense à ceux du poste de direction ou du chef de service, pour les occuper, il faut répondre à un minimum de critères qui sont validés par l'institution, les CAPTES, les machins, les bidules. Il n'en reste pas moins que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, nous
l'imagination soit au pouvoir dans les profils de poste des équipes, des associations qui gèrent le dispositif de réduction des risques en France, que ce soit des petites associations indépendantes ou des services de grosses structures qui aident à l'Aurore, etc., machin, pour tout le monde. Alors, c'est peut-être le fruit de notre héritage, on peut dire, d'un mouvement social organisé qui a commencé par les démarches communautaires avec l'intervenant communautaire, mais qui est trop souvent, de mon point de vue, réduit aux travailleurs pairs. On l'appelle un peu comme on veut, intervenant, ou alors le système travailleur pair intervenant qui va être reconnu. Tu as raison, Fabrice, il y a un minimum aussi de règles pour que n'importe qui ne prenne pas la parole sur n'importe quoi, au nom de lui-même et au nom du groupe. Je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que nous devrions, et je pense en particulier aux grosses organisations, qui ont les moyens de créer un dialogue stratégique avec la tutelle, que n'ont pas forcément les politiques, de dire, eh ben oui, il y a du médico-social, il y a un cadre réglementaire, mais il y a un moment, moi je vais créer un poste de chargé d'enquête, de journaliste, d'observateur de violation des droits humains, de je ne sais pas quoi. La palette est beaucoup plus large que simplement aller dans la rue, distribuer, ramasser des seringues, ou être un accueillant dans une politique. Et peut-être que c'est ce que j'ai entendu en tous les cas de ce que tu voulais dire de ta question. Et au-delà, il y a deux mamelles pour moi, entre guillemets, de levier d'intervention sur la question de participation pleine et entière. Oui, utiliser à fond les outils de la démocratie sanitaire qui sont par ailleurs un acquis de combat, je suis d'accord avec toi Fabrice, et faire le travail de formation et d'accompagnement des élus là-dessus, ce qui n'est pas forcément toujours fait partout. Mais deux, peut-être, engager le chantier du profilage de postes dans les équipes des associations, des dispositifs de réduction des risques. Et je trouve qu'on fait assez peu preuve d'inventivité parce qu'il y a cette contrainte réglementaire de nouveau, mais dans certains cas, les contraintes réglementaires, ça s'oublie, ça se met de côté, on y échappe dans la mesure où le cœur du métier, on ne le bouge pas. Il y a toujours des petites marges de négociation. Donc, moi, c'est peut-être ça que j'entends, Quentin, dans ta question, et c'est comment on travaille dans les années qui viennent, dans un ancrage de plus en plus pérenne de ce dispositif depuis la loi de santé 2015, où qui dit ancrage, qui dit pérennité, c'est comme les histoires de couple, plus ça dure, plus on prend des habitudes. Donc comment on réinvente un petit peu nos pratiques, et un moyen de réinventer nos pratiques dans un cadre alimentaire que celui-là, c'est revoir le profil du groupe. Donc là, il y a un chantier qui est assez intéressant, tu vois. Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait des journalistes régionaux, par exemple, issus de la communauté, qui eux témoignent un petit peu de ce qui se passe au-delà de la fonction sanitaire et sociale. Oui, quand il y a des enquêtes, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de personnes, je sais que ça se fait par certains chercheurs qui travaillent dans ce pays en France, mais sans parler de la recherche en sciences sociales en tant que telle ou en épidémio, les dispositifs d'enquête, à un moment, on va monitorer quelque chose, peut-être impliquer un peu plus, deuxième piste d'intervention. Troisième piste d'intervention autour des actions de plaidoyer, de porte-parole, au-delà du porte-parole institutionnel dans le cadre de la démocratie sanitaire. Voilà, on a quelques pistes à développer qui ne sont pas forcément inintéressantes, et je n'aborderai pas la santé mentale communautaire, c'est un sujet qui est beaucoup plus long, c'est-à-dire la santé mentale sans psychiatre et sans psychologue dans lesquels les agitants peuvent avoir quelque chose à dire aussi. Donc tout ça pour dire que l'horizon des possibles, il est là, ne tuons pas notre imaginatif, et ayons effectivement un militantisme, non pas désuet, mais imaginatif. Oui, ça sera le mot de ces rencontres. J'oblige quand même pour répondre sur le fait que la grande crainte d'avoir des gens qui sont dans l'institution et qui sont mis en évidence par l'institution pour représenter les usagers, c'est le déséquilibre des pouvoirs et le truc classique de l'usager de service que là, pour le coup, on a bien connu dans le passé, et voilà, qui n'est pas forcément un modèle d'indépendance voilà, en termes de citoyenneté et de rapport de force avec la structure. Avec un cas, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, vraiment, je suis désolé, hein, je pense qu'il faut vraiment qu'on se quitte. Merci.